Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, il y a le retour du génie du pied-point Israël Adesanya qui va chercher à défendre une nouvelle fois sa ceinture face à l'indescriptible Shane Strickland dans un combat qui pourrait s'avérer palpitant, intéressant, intriguant, difficile à prévoir. En tout cas, c'est l'exercice et le challenge intellectuel qu'on s'est donné avec Brian Boulan pour l'analyse sur Fight Minds et ça commence maintenant. Salut Brian, comment vas-tu et qu'est-ce qui t'intrigue le plus dans ce combat entre Shane Strickland et Israël Adesanya? Salut Chris, ça va bien, ça va très bien. Sur ce combat, à première vue, j'étais pas très intrigué, ça m'intéressait pas trop. Et puis je me suis rematé un petit peu tous les combats de Sean Strickland et je me suis dit, mais putain, comment ce type-là est arrivé, tu vois, à combattre pour une ceinture. Et je pense que son style m'intrigue et je veux voir et savoir comment Israël Adesanya va gérer ça. Parce que je pense que c'est un style qui n'est pas facile. Eh ben écoute, c'est assez incroyable parce que grosso modo, ma réponse à cette question est plus ou moins la même. Je suis aussi très intrigué de réaliser que Shane Strickland combat pour un titre. Et c'est une phrase que j'ai déjà dit plus d'une fois. Je dis Ouais, que, je le dirai encore quand on établira son profil, mais tu vois, c'est le genre de gars que tu penses mauvais quand tu le regardes, quand tu l'analyses, mais c'est dans la cage que tu te rends compte que tu t'es gouré en fait et qu'il est tout à pas fait. si mauvais que ça, qu'il a une certaine efficacité en lui. Ok, bon, bah maintenant qu'on sait ce qui nous intrigue, on lance le générique et on continue. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Maintenant, tout le monde le sait, on est en collaboration avec Unibet. On a un lien d'inscription en description avec 100 € de bonus, jusqu'à 100 € de bonus à l'inscription. On appelle tout le monde à être raisonnable et à jouer avec un état d'esprit récréatif. Les codes de paris, unibet.fr. Au moment où on enregistre le podcast, parce que comme vous le savez, ça peut bouger, on a un Israël Adesanya à 1,14. Sean Strickland à 5,40, ce qui signifie qu'on a un Israël Adesanya extrêmement favori à 85%. Et selon les codes de Paris, Sean Strickland tombe à 15% de chances de gagner. Qu'est-ce que tu penses de ces codes de Paris? Est-ce que tu es aligné là-dessus? Est-ce que tu as un résultat différent? Non, je suis aligné, je suis aligné. Je pense que d'entrée de jeu, je t'aurais dit ouais, 95, 95, 98, tu vois, 95, 98%. Et puis, Strickland a marqué des points en arrière pour arriver à 85 parce que je pense que il y a une possibilité sur un malentendu de premier Ouais. round qu'il trouve un chemin pour la victoire. Donc 85-15, ça paraît énorme, ça l'est, mais c'est quand même 15%, quoi, tu vois. Ouais. Et je rejoins. Je peux voir un scénario sur 10, un scénario qui aille à son avantage. En fait, moi, j'étais parti sur un 90-10. Hmm, 90-10. C'est plus facile à dire en belge qu'en français, ça. 90-10, t'as l'impression que tu mets un 10% pour l'égalité. Il faut le dire rapidement, le 90. Bref, et moi, par contre, ce qui me fait me mettre d'accord avec le 15%, c'est plus 2023. Il y a eu tellement de surprises que au final tu te dis bah, c'est vrai que à la limite en MMA et à l'UFC quand tu as des combats à haut niveau, tu peux jamais donner en dessous de 15% juste parce qu'il y a tellement de choses que on est incapable de voir. La semaine prochaine, on a Alexa Grasso contre Shevchenko. Je pense que là aussi, on était sur des pourcentages similaires. Et pourtant, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc voilà. Alors ici, comme d'habitude, je vais établir les profils topologie pour un peu rafraîchir la mémoire de toute l'audience, ce qui nous permet de mieux se rendre compte de où en est les deux combattants dans leur carrière. Donc, j'ai commencé par le champion Israël Adesanya. Donc, pour rappel, hein, une carrière en kickboxing extrêmement longue, une expérience aussi en boxe professionnelle avant d'arriver à l'UFC et maintenant avant d'arriver en MMA. En MMA, 24 victoires, 2 défaites seulement. Les 2 défaites, c'est Alex Pereira et Jan Blachowicz. Et alors, je vais peut-être faire tout son parcours depuis qu'il a la ceinture. Donc, depuis qu'il a pris la ceinture intérim, c'était contre Kelvin Gastelum, très gros combat.
Ensuite, il prend la ceinture contre Robert Whittaker par KO dans le deuxième round. Ensuite, combat très ennuyeux dans sa première défense contre Yoel Romero. Après, une de ses plus grandes masterclass contre Paulo Costa, qu'il finalise dans le deuxième round. Mhm. Il monte chez les light heavyweight et là, il perd à la décision contre Jan Blachowicz, le champion des light heavyweight. Il revient en middleweight et là, il enchaîne 3 victoires par décision unanime contre Vettori, Whittaker et Cannonier. Il perd ensuite contre Alex Pereira et il prend sa revanche dans le combat d'après. Du côté de Sean Strickland, 27 victoires, 5 défaites en professionnel, donc quand même un lourd palmarès. Sur les victoires, 11 par KO, 4 par soumission, 12 à la décision. Ce sera son 20e combat à l'UFC. Il a un palmarès de 14 victoires pour 5 défaites à l'UFC. Et sur ses derniers combats à l'UFC, je vais prendre à partir de Uriah Hall, parce que je pense que c'est un combat très intéressant. Donc Uriah Hall, il gagne à la décision en 5 rounds. Ensuite, il bat Jack Hermansson à la décision partagée. Ensuite, il enchaîne 2 défaites. Le KO qu'il prend contre Pereira à la moitié du premier round. S'ensuit sa défaite à la décision partagée d'un combat très compliqué à scorer contre Jared Cannonier. Et puis, en très short notice, sa victoire contre Imavov en 5 rounds en 93 kilos, en light heavyweight. Et puis, sa dernière victoire contre Abus Magomedov, qu'on avait pu analyser et débriefer sur la chaîne. Donc, on a déjà établi aussi le profil de Sean Strickland ici sur Fight Minds. Alors, moi, j'ai pris une statistique très intéressante. On va en discuter avant que je te lance sur les questions. J'ai regardé un peu les statistiques des cibles que vise Adesanya quand il combat. Donc sur UFC Stats, on voit le pourcentage de frappes portées à la tête, le pourcentage de frappes portées au corps et le pourcentage de frappes portées aux jambes, donc les low kicks, par combat. C'est extrêmement rare qu'Adesanya touche la tête plus de 50% du temps. Donc il y a une répartition de ces frappes qui est vraiment bien équilibrée entre j'attaque la tête, j'attaque le corps, j'attaque les jambes. Et moi, ça fait partie de ma définition des bons strikers. Pour moi, les meilleurs strikers sont pas ceux qui attaquent qu'une cible, sont ceux qui sont capables de vraiment attaquer sur les 3 niveaux, comme on a pu le voir avec Cyril Gane le week-end passé. De l'autre côté, Sean Strickland, il est très souvent au-dessus de 80% des attaques portées à la tête et des fois, il est même au-dessus de 90%. Les seules fois où il passe en dessous de 80%, c'est généralement sur les combats plus courts où il va un peu plus favoriser quelques low kicks et les frappes au corps. Donc voilà, je voulais juste noter cette stat parce que je trouve ça intéressant de la souligner. Pour moi, un excellent striker est quelqu'un qui va pas dépasser les 60% de frappes portées à la tête. Si tu regardes les meilleurs strikers de l'UFC, je pense que tu peux aller regarder les stats et tu auras très rarement un 65 ou plus % de frappes qui sont portées à la tête. Alors, maintenant que tout ça est dit, je te laisse peut-être donner ton opinion par rapport à cette statistique et après tu peux partir sur le profil sportif de... On va commencer par le champion, tiens, ça ira plus vite que Strickland. Tu veux que je réagisse sur la statistique? Ouais, si Oui. ça t'intéresse, si tu t'y attendais, Oui, si ça oui, te bah écoute, surprend. moi je te rejoins complètement sur, en tout cas c'est quelque chose que moi je demande avec certains de mes compétiteurs d'augmenter leur pourcentage de frappe au corps et je trouve enfin voilà que c'est très efficace quand ils augmentent leur frappe au corps en sparring. Moi personnellement je le ressens directement, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Donc oui, oui, je te rejoins complètement là-dessus. La petite chose quand même qu'il faut avoir en tête sur Strickland, c'est que il va envoyer des frappes au visage. Dans les frappes au visage, toutes ces frappes ne sont pas là pour finir. Il va envoyer des sortes de jabs un peu fouettés comme ça, tu vois, devant les yeux comme ça. Et en fait, ça vient faire surréagir le clignement des yeux. C'est une stratégie qu'on a en boxe anglaise. Et à force d'avoir des frappes qui arrivent devant les yeux, le réflexe de clignement, tu vois, il commence un petit peu à être perturbé et ça peut être très très problématique. Donc je, je pense que dans sa stratégie, dans le nombre de frappes qu'il envoie, légèrement fouettées, ça a pu jouer sur certains combats, notamment le dernier, tu vois, contre Abus, là, qui au-delà d'avoir le cardio, son cerveau il commençait à surréagir
aux attaques de Strickland. Donc, mais je te rejoins sur l'aspect général. Euh, sur l'aspect général, les frappes au corps, ça va vraiment augmenter enfin, je trouve le niveau de striking, mais un gros volume de frappe à la tête peut avoir cet effet-là aussi. Ouais, très intéressant. Et en fait, maintenant que tu parles de clignement des yeux, juste pour faire un genre de rapprochement entre Strickland et Adesanya, Adesanya, il a un combo qu'il utilisait pas mal en kickboxing, qu'il a utilisé notamment contre Alex Pereira la première fois qu'ils se sont rencontrés en MMA, ce qui lui a permis de le sonner à la fin du premier round, c'est il envoie son jab et puis il le laisse, j'ai montré avec la webcam en fait, donc il envoie son jab et puis il le croise un peu, il laisse sa main là pour cacher son overhand qui vient derrière. Mm. C'est ça qu'il a utilisé contre Alex Pereira, notamment pour le sonner dans la fin du premier round, et c'est aussi intéressant parce que c'est jouer avec la vue, c'est masquer en fait la vue de ton adversaire pour cacher un coup qui vient juste par derrière. Et ça, c'est un stratagème Mm. que Adesanya utilise. Et voilà, donc on est en train de parler de Ouais, stratégie ou de combinaison intéressante pour tous les combattants et coachs qui nous écoutent. Voilà quelque chose qui peut être étudié du côté de Adesanya et travaillé à l'entraînement. Donc maintenant, ça est-ce que... s'appelle, en anglais, Vas-y. je me rappelle plus, mais c'est blinder ou blinding jab. C'est des jabs aveuglants, tu vois. À mon C'est, avis, blinding jab. ouais, 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 j'ai un doute, mais enfin, ça commence par blind, ça c'est sûr, tu vois. Mais c'est des jabs aveuglants. Et en boxe anglaise, ouais, c'est pas mal utilisé. blinder jabs Ah, to blinder set up jab. KO. C'est Ok. pour ça que j'avais Ah, un doute, tu vois. il Les y a deux les se deux. disent. Attends, Bon, bah, voilà. les deux se disent. Les deux se disent. Voilà. Enfin, tant qu'on voit ce qu'on veut dire, Mm, c'est mm, tout mm. ce qui compte. En français, c'est angle mort. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça, c'est même pas ça. Mais le principe est le même en soi. Le principe est le même. Aller, enfin, te déplacer pour aller dans l'angle mort, c'est te déplacer pour aller dans un angle où Un endroit où t'es l'adversaire ne te aveugle, voit ouais, ouais. plus. Voilà, c'est ça, où tu es aveugle. Ok, revenons à nos moutons. Donc on a Adesanya. Comment est-ce que tu peux définir le style d'Adesanya en tant que combattant MMA? Alors, en tant que combattant MMA, donc, on a déjà parlé, hein, c'est un gros passif de striker. Donc, moi, je reviens toujours dessus. Pour moi, c'est un gars qui va, au niveau de sa garde, c'est un gars qui switch, donc qui change de garde très facilement. Ça en devient même difficile de connaître sa garde de base, tu vois. Ça, j'aime vraiment beaucoup, hein, quand tu commences à ne plus savoir où est-ce qu'il est le plus à l'aise, même si je pense quand même qu'il doit être droitier, non? Ouais, Enfin, tu vois, j'aurais tendance à dire il est plus à l'aise en droitier. En fait, quand tu penses à ses finishes, genre contre Whittaker, contre Paulo Costa, il est droitier. Quand il sonne Alex Pereira, quand il le met KO, enfin quand il le sonne droitier aussi, dans leur ouais. premier combat, quand il le met KO, c'est en droitier. Donc ouais, j'ai Mm. tendance à dire que Ouais, je droitier pense. serait sa garde Mais de base. mais tu vois, ça devient quand même difficile à. Je pense qu'il est capable de finir dans les deux gardes. Et ça aussi, pour moi, c'est en MMA un peu le summum du striking, tu vois, avec la variété des attaques, d'être capable d'être aussi à l'aise dans une garde que dans l'autre, et de plus travailler non pas sur des combinaisons, mais sur des angles, tu vois, d'attaque. Sur des angles d'attaque, de comprendre où sont les angles morts, et ce genre de situation. Une superbe gestion des rounds. Ça aussi, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Au-delà de l'aspect technique, quand je parle gestion des rounds, gestion de scorer des rounds. Donc, on l'a vu gagner à la décision pas mal de fois. Certains trouvent que c'est parfois un petit peu ennuyant, mais en tout cas, sur le plan sportif, il est là non pas pour se battre en soi. Il est là pour gagner un combat, quitte à uniquement prendre des rounds. Et en tant que sportif, moi j'apprécie énormément, et je pense que c'est une des grandes raisons pour laquelle il est champion aussi, tu vois. Variété des frappes, variété des enchaînements. Il a travaillé sa lutte, son grappling, mais il le travaille à côté. Je pense que ça reste, entre guillemets, son point faible. C'est toujours pareil, hein. Ah, en même temps, On- c'est on- difficile pour lui de rattraper le niveau qu'il a en Mais pied-point alors, c'est ça dans que le j'aime bien. département de la lutte et du grappling. Donc, C'est ça que j'aime bien, et c'est ça et je vais faire un petit parallèle, vous m'excuserez pour ça, mais ça que j'aime bien, c'est que il a continué à développer son grappling, sa lutte, mais suffisamment pour devenir champion, tout en continuant à développer son striking. Et donc, on le voit s'entraîner chez, j'ai oublié son nom, mais chez
un coach de kickboxing américain et taekwondo Van Oort, Van quelque chose. Je pourrais vous retrouver le nom. Mm. Et donc c'est ça le truc, c'est que plutôt que de se dire non, j'ai un retard, il faut que je me mette à fond en grappling et en lutte, comme on pourrait le conseiller à Cyril Gann, tu vois, en disant il faut qu'il aille, je sais pas, dans les montagnes de Tchétchénie pour s'entraîner. Eh bien, lui, il progresse tout doucement, mais il continue à progresser sur son striking. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça super intéressant. Ça veut dire que il sait que de toute façon, s'il doit gagner, il doit être au-dessus, mais vraiment au-dessus en striking, et il continue à bosser là-dessus. Et ça, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien. On l'a vu trouver des stratégies, notamment sur son combat contre Pereira. Donc, à l'entraînement, trouver des stratégies pour le KO. Donc, soit développer une stratégie pour gagner son combat par round, soit développer une stratégie pour gagner son combat sur une combinaison. Et notamment sur le KO qu'il a mis sur Alex Pereira, où on a pu le voir travailler en sparring contre le mur, tu vois, sous pression, et trouver cette ouverture-là. Ça, je trouvais ça, c'est génial, hein, quand tu as ce genre de réflexion, d'image et puis de reproduction en combat. Que dire d'autre? Bah voilà, hein, c'est un grand profil, donc il a régulièrement la longe. Mhm. Ça, c'est une de ses particularités. Ça a été très problématique pour lui contre Pereira quand il s'est retrouvé avec quasi la même allonge et puis un déficit de poids. J'avais noté quoi d'autre? Non, je pense que j'avais noté à peu près tout ça, tu vois. Je sais Et pas si tu... Ouais, dans ce combat, je pense que c'est intéressant aussi de. Après, il y a tellement de choses à souligner Ah oui. sur lui que c'est compliqué de résumer son style. De toute façon, maintenant tout le monde le connaît, on va pas se mentir, mais c'est toujours bien de rafraîchir un peu. Mm, Je pense que par rapport à ce combat, il y a 2 points qui font partie de son jeu, qui sont très intéressants, sont ses déplacements. Je pense mm, qu'il mm, a d'excellents déplacements et ça va être une clé du combat d'un côté comme de l'autre. Et son jeu de feinte aussi, qui est ouais, absolument ouais, tout à fait. merveilleux. Je pense toujours à ce knockdown qu'il a mis à Whittaker leur deuxième combat, où il feinte le direct, il feinte le middle, il envoie son direct. C'était exécuté avec une fluidité incroyable et ça a vraiment surpris Whittaker. Et ici, face à Strickland, je pense que ça fera partie des clés, mais on en parlera au moment Ouais, tout à des fait. game plans. Donc, Il est, je- il est extrêmement complet. Je pense que, tu l'as dit, déplacement, il est capable de boxer en reculant, il est capable de mettre la pression, il est capable de gérer la distance, il est efficace même dans la courte distance. Peut-être les endroits où il est un peu moins efficace, ça va être au clinch, tu vois. Pour un striker, on a, on voit qu'il vient plutôt du kickboxing, tu vois, qu'il a pas une base de Muay Thai. En Muay Thai, on a un clinch qui est beaucoup plus solide qu'en kickboxing. ouais, Donc, forcément, ça sépare très vite donc voilà. Pour faire comprendre pourquoi il y a une différence entre les deux, c'est qu'au Muay Thai, on accepte le clinch et on laisse mm, travailler au corps à corps, alors qu'au kickboxing, il y a des règles qui font que ça sépare très très vite. mm. Du côté de Strickland, j'ai une fois lancé moi le profil, parce que sinon c'est chaque fois je te pose la question, tu fais tout et puis je fais rien. Euh, alors moi, la première phrase que j'ai notée pour le profil de Strickland, c'est moi avoir cible, moi frapper. Il a un peu ce style de si t'es à la bonne distance et sur le bon angle, il va envoyer sa frappe et ça va toucher. Pour moi, une de ses grandes forces, c'est son cardio. Il n'a pas l'air d'être quelqu'un qui fatigue beaucoup. Alors c'est à la fois cardio et à la fois gestion d'énergie. C'est comme tu l'as dit, hein, c'est pas quelqu'un qui va frapper pour mettre KO. Pour prendre l'exemple classique, c'est un peu le style Diaz. Hein, c'est quelqu'un qui va envoyer en volume, qui va appuyer de temps en temps, mais la plupart des frappes qu'il envoie, c'est plutôt en économie d'énergie. C'est pas pour autant que ça fait pas mal, mais c'est quelqu'un qui va favoriser le volume à l'intensité. Donc sa stratégie évidemment c'est de trouver son boxing range et de frapper. Donc il a besoin de trouver sa distance pour être efficace. Moi j'ai mis bizarre. Il est bizarre à affronter, mais il est simple et efficace dans son anglaise. C'est pas quelqu'un qui va t'envoyer des spinning back fist sortis de nulle part. Il va envoyer son jab, il va envoyer son direct, il va envoyer son crochet avant. De temps en temps quelques uppercuts, mais c'est surtout du jab, du direct et du crochet avant. De temps en temps, il varie un peu l'angle de son bras arrière aussi.
et il va varier sur ses combinaisons. À un moment, ça va être juste un jab, à un moment, ça va être un jab et un direct, à un moment, ça va être une combinaison de 3 coups. Et il varie beaucoup entre ça. Donc, quand il t'attaque, tu sais pas trop ce qui vient, même si ça reste dans un. Il n'y a pas beaucoup de variété, mais le peu qui varie, ça peut te perturber quand même. Ici, j'ai parlé plutôt de son approche du sport. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui approche le sport un peu en mode test and learn. J'essaye et j'apprends, pas spécialement par la logique, pas spécialement par la compréhension. C'est juste que je prends de l'expérience et ça me permet de développer mon instinct. Donc, quand tu l'entends passer sur le Joe Rogan, il explique, hein, il fait quasi que des sparring. Il va faire il va aller à l'entraînement de temps en temps. Il va faire des sparring qui durent une demi-heure jusqu'au moment où le premier des deux lâche. Il va faire des entraînements avec 20 rounds de sparring et ça lui permet d'apprendre comme ça. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui va chez un coach et qui demande de driller ça, de comprendre la logique, de si je me déplace comme ça me ça me fait cet angle-là et puis de l'appliquer en sparring. C'est vraiment quelqu'un qui fait ses sparring et puis il apprend comme ça, il améliore ses déplacements et il ajuste son style par rapport à ça. Ça me fait penser à Crawford en anglaise, pas dans le style, hein, mais dans la logique. J'ai l'impression que Crawford, du peu que je me suis renseigné sur lui, c'est aussi quelqu'un qui bouffe du sparring contre plein de profils différents. Et le fait d'avoir fait des sparring contre une multitude de profils différents, ça leur permet de savoir s'adapter dans le combat par rapport au profil de leur adversaire, parce qu'à un moment, ils l'ont d'office rencontré dans un camp d'entraînement. Alors ici, je vais mettre une note qui est plutôt propre à Adesanya par rapport à Strickland, ou plutôt propre à tous ses adversaires. Je pense que c'est difficile de trouver quelqu'un pour émuler Strickland en sparring. Il a l'air d'être simple, il a l'air d'avoir une approche simple et émulable, mais encore une fois, je vais revenir sur ce que j'ai dit en début de podcast, c'est le genre de gars qu'on pense mauvais quand on le regarde, et c'est dans la cage qu'on se rend compte qu'il s'est gouré. Euh, pour preuve, ça va peut-être te choquer. Statistiquement, c'est celui qui a la meilleure striking defense de la division. Alors que pour moi, quand je regarde, il a des gestes défensifs démesurés. Et statistiquement, je vais prendre les stats ici. Il Ah, a ça m'étonne, 62%. ça m'étonne pas, 62%. non. C'est un truc de ouf. Moi, j'ai vu ça, j'étais un peu choqué. Alors, sur les points négatifs, rappel, chasseur de tête. Je trouve que c'est un point négatif. Enfin, je l'avais noté avant tel quel. Maintenant, tu m'as un peu nuancé. Donc, c'est pas si négatif que ça par son approche de combat. Mm. Et alors, pour moi, c'est quelqu'un qui stratégise pas son approche. Pour moi, il a peu d'approche stratégique dans ses combats. Il a des ajustements de son style, mais pas vraiment de focus sur un game plan. Et par contre, ici, je trouve qu'il n'a pas le choix. Face à Adesanya, tu dois inclure la lutte et tu dois éviter de te laisser absorber, par exemple, par ses déplacements, chose qu'il a faite contre Alex Pereira. Hein. Strickland, il a Mm. avancé vers et puis à un moment, il s'est fait toucher comme ça et c'était fini, quoi. Donc voilà pour définir un peu son style. C'est pas facile. Il est difficile enfin, à un moment, c'est facile de le décrire, mais il y a vraiment comme tu disais à l'entrée du podcast, il y a ce truc de un genre d'incompréhension pour nous, les analystes, Mm. de l'observer et de se dire, allez, le mec a quand même un super palmarès et Mm. il obtient un title shot qui est, je vais dire, pas immérité. C'est pas qu'il est ultra mérité, son title shot, mais il n'est pas non plus immérité par rapport à ce qu'il a fait récemment dans la cage. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que j'ai dit. Ouais, bah écoute, c'est drôle que t'aies utilisé le terme bizarre. Est-ce que tu l'avais pensé en anglais avant, genre weird style ou quelque chose comme ça? Ouais. Ouais, j'ai noté ça aussi, tu vois. Donc, alors moi tu vois, sur l'aspect bizarre, weird, euh, je l'ai défini après comme, dans l'art, on appelle ça l'art naïf, tu vois. Et j'aurais appelé ça naïf boxing, tu vois. Donc l'art Mhm. naïf, ça veut pas dire que tu ne sais pas dessiner, que tu ne sais pas peindre. C'est que une fois que tu es arrivé un petit peu à bien comprendre tout le système, tu reviens sur t'essayes de développer un art qui est comme si tu débutais, tu vois. Et donc, l'art naïf, tu vois, entre un bon peintre qui fait de l'art naïf et une personne naïve, tu vois ce que je veux dire, un enfant qui Mhm. dessine, tu vois qu'il y a des petites choses. Et lui, je définirais un petit peu comme ça. Je pense que c'est un style naïf style, tu vois. Mhm. Un mec, par contre, qui va mettre de la pression,
qui rentre avec ce qu'on appelle le filichel, avec une garde basse, main haute, qui va utiliser, comme tu l'as dit, beaucoup le jab et surtout tout à la tête. Et donc dans son style défensif, c'est là où je trouve que ça fait un peu nice style. Il va étendre les bras, il va tendre les bras, un peu comme un débutant entre guillemets. Et mais c'est très efficace. C'est à la limite enfin c'est très efficace. Ça dépend, hein. Face à Bah, un excellent boxeur comme Alex Pereira, ça coûte cher. Mais Mm. on faudra qu'on en rediscute du KO d'Alex Pereira qui a été préparé. Il y a un setup avant. Oui. Ça aurait pu passer sur n'importe qui, tu vois. Donc ça, c'est vraiment comment je le définirais. Pour moi, par contre, il met énormément de pression. Il met de la pression. Hop, hop, hop. Il absorbe les frappes. Il défend. Il tend les bras. Il est un peu incompréhensible. Sur le premier round, vu qu'il est un peu incompréhensible et qu'on dirait qu'il est ultra accessible, eh bien, moi, ce que j'ai remarqué dans cet aspect stratégique, c'est au premier round, on a des adversaires souvent euh, qui donnent, tu vois ce que je veux dire? Qui se disent, oh, mais je vais le mettre KO, ce type-là. Et qui envoient beaucoup de volume. Qui frappe, qui frappe, qui frappe. Et qui scrape. On l'a eu avec Abus. On l'a eu avec euh, mince. Imavov. Ouais, Nassourdine. Et donc, ils sont là, pop, pop, ils commencent à utiliser de la force, ils mettent des kicks, oh, tiens, dans ton corps et tout. Et puis lui, hop, 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 la tête dans tous les sens. Et il prend pas réellement de dommages et il continue à avancer, continue à avancer. Et lui, il recule, et il frappe, il recule, et il frappe. Et au bout de 5 minutes, ils disent, oh purée, il est encore là, lui. Et il continue à avancer. Et c'est là que les choses compliquées arrivent, tu vois. Donc c'est vraiment, effectivement, il n'arrive pas avec un game plan en tête, mais par contre, son style fait que ça passe sur pas mal de profils, tu vois. Et si tu n'es pas préparé à son style, je pense que ça peut être très problématique. Je pense qu'on peut tomber dans son piège et dans son jeu. C'est Voilà. exactement ça. C'est ça que je voulais un peu exprimer dans le truc. Genre, quand tu l'analyses, t'as pas l'impression qu'il soit si fort que ça. Mais en fait, une fois que tu es dans la cage, je pense que c'est très compliqué de gérer le combat. De dire, OK, je vais avoir un combat mesuré contre lui. Il est tellement dans ta face, il est tellement au boxing range, il est tellement à disposition d'être frappé que tu te dis, bon, bah, Ah, il est là, mais je le frappe aussi. Et c'est là où je lui pense encore excelle. plus Et que en ça que plus, quand tu es dans il... la cage. Ouais, Ouais. excuse-moi. Non, Et j'allais dire, pour moi, je pense que c'est là quand tu es dans la cage, tu t'en rends pas encore compte. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu dis, ah, mais il est bidon, ce type, t'as envie de le taper et de le mettre KO dans le premier round. Hmm. Parce que tu le vois tendre ses bras, parce que tu le vois prendre des middle et reculer sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Et à la fin du premier round, là, c'est le bazar. Ouais, parce que lui, il tient et sa jauge d'énergie ne diminue pas alors que la tienne bien. Et c'est vrai que quand tu regardes statistiquement, voilà, son volume de jeu est plutôt intéressant, hein. Il touche 5,86 fois ses adversaires à la minute et se fait toucher que 4,28 fois à la minute. Et étant donné que sa striking defense est de 62%, ça veut dire que ses adversaires envoient plus de 10 frappes à la minute contre Strickland pour qu'il y en ait seulement 4 qui touchent. Euh, quand tu as ce volume-là et qu'en plus tu cherches à frapper fort, donc quand on voit 10 frappes fortes à la minute, dont seulement 4 touchent et 6 ne touchent pas, tu te frustres et tu fatigues mentalement et physiquement. Mhm. Donc tu as raison, ça vient de là et donc Et tu aurais ça se complexifie. cette statistique round par round? Ça, franchement, c'est Ah, c'est entre le intéressant. premier round, le nombre d'absorption de frappe, le nombre qu'il envoie et sur le 2 et 3. Ça, c'est Euh, alors, oh putain, je vais regarder parce que je peux pas faire la moyenne de tous les combats, mais je vais prendre par exemple le combat avec Imavov. Donc sur le premier round, Imavov touche 19 fois sur 50, ouais. ce qui fait 38%. Ensuite, il touche 22 fois sur 58. Donc il touche un peu plus, mais il envoie un peu plus. On est sur le même pourcentage de touches. Sur le troisième round, Imavov touche plus, 24 fois sur 45. Donc le volume diminue, mais l'efficacité augmente. Par contre, il se fait rétamer en fait dans le troisième round. C'est là où il encaisse 47 frappes sur 78. Dans le round d'après, 23 sur 51. Et puis dans le dernier, c'est le round que Imavov gagne, donc 35 sur Ouais. 65. Donc Imavov est quand même resté, enfin statistiquement, Imavov est quand même resté dans
dans Le le même même range, pourcentage. ouais, le Et, même pourcentage d'envoi. Strickland? Strickland, c'est 24 sur 74, 22 sur 72, donc grosso modo la même chose. 47 sur 78, donc ce qu'il a envoyé est resté la même chose, 74, 72, 78, mais par Ouais. contre il touche beaucoup plus à partir du troisième. 57 sur 100 dans le quatrième, Ah ouais. et puis 32 sur 81, donc de nouveau le même pourcentage sur le cinquième. Ok. Hmm. Mais par contre, ouais, je sais pas si contre Imavov c'est le bon exemple parce que ça a été vraiment prévu tellement en dernière minute. Je vais peut-être prendre un autre combat référence contre Uriah Hall. J'aimais bien ce combat, quoique il y a 4 takedowns dans ce combat-là. Ouais, bah après, si pour sans statistiques sur son dernier combat contre Abus, je pense que c'est assez parlant. Mhm. Le nombre de frappes et la fatigue qui a accumulé, on voit vraiment une grosse générosité d'Abus, Mhm. un système défensif un peu étrange de la part de Strickland, et puis tout s'inverse dans le deuxième Mhm. jusqu'au TKO, tu vois. Ouais, mais du coup, est-ce que toi, tu parce que bon, l'épisode ici s'appelle le game plan quand même. Il faut qu'on parle de game plan. Alors du côté d'Adesanya, j'ai pas mal de points, mais du Mhm. côté de Strickland, j'ai pas vraiment eu envie de me casser la tête parce que, comme je disais de prime abord, j'ai l'impression que il fait ce qu'il fait quasi tout le temps. Il ajuste en combat un peu par rapport au type d'adversaire qu'il a, mais comme c'est pas quelqu'un qui a une approche particulière, j'ai pas Mhm. spécialement noté de points de son côté. Je pense que de manière générale, Adesanya, t'aimerais bien dire, voilà, il faut lui mettre la pression sans se laisser absorber. Il faut essayer de le cadrer, ce qui est pas facile, mais Alex Pereira y est quand même parvenu. Euh, il faut essayer de maximiser les low kicks, mais ça fait pas partie spécialement de l'arsenal de Strickland. Forcément, tu es face à un des meilleurs strikers qu'on a jamais vu en MMA. Donc, si tu l'es pas toi-même, ce serait une erreur de pas inclure la lutte et le grappling dans ton game plan. Maintenant, effectivement, c'est très compliqué de lutter à Adesanya parce qu'il a un système anti-lutte qui est vraiment au point. Il reste au kicking range. Il se déplace tellement bien qu'il a très souvent de l'espace derrière lui pour pouvoir désengager. Il se positionne tellement loin de toi que si tu shootes de loin, bah, il a un temps de réaction pour réagir. Un peu, bah, enfin voilà, c'est un peu ce qu'a fait Cyril Gane ce week-end contre Spivak. Je pense que Spivak, son jeu a été annihilé de par l'approche stratégique et la qualité des mouvements de Cyril Gane. Et ici, j'ai l'impression que pour Strickland, c'est un peu pareil. Ça va être difficile pour lui de casser la distance et donc c'est difficile pour moi d'établir un game plan qui lui permettrait peut-être de passer de 15 à 30% de chances de gagner. Tu vois. Mhm. Ouais, bah Par contre, écoute, du côté ouais. d'Adesanya, il y a de quoi monter de 85 à 95%, je pense. Écoute, sur Strickland, moi ce que je pense sur le game plan, c'est ça? Mhm. Ouais. Alors, je pense qu'effectivement, il doit faire du Strickland, clairement. Je pense qu'il doit arriver, il doit imposer son jeu. Je sais pas pour la lutte, je pense pas qu'il doit se dire je dois aller le lutter, je dois aller le grappler. Je pense que par contre, si à un moment donné il est à la distance de pouvoir saisir, ou si Adesanya glisse ou quelque chose de ce genre-là, je pense qu'il doit être opportuniste sur la lutte. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je pense qu'il doit être opportuniste sur la lutte et sur le grappling. Mais par contre, sur la stratégie, je pense qu'il doit faire du Strickland. Et tu vois, tu parlais de cardio. Euh, Contre Imavov, il disait quand même que son cardio, qu'il était pas content de son cardio, tu vois. Et étonnamment, étonnamment. Alors que c'était Bah, un parce que, last minute. ouais, c'est ça, c'était Et il un dit last qu'il minute il doit et encore le c'était dans la bosser. division au-dessus. Ouais, ouais, mais c'était lui qui était plus lourd, tu vois. Oui, mais bon, c'est lui qui était le Oui, oui. moins préparé. Donc Strickland, tu vois, pour moi, il doit chercher à mettre de la pression dans le premier, de faire ce qu'il fait le mieux, tu vois, sans être absorbé et espérer passer ce premier round. Espérer passer ce premier round. Une fois qu'il aura passé ce premier round, je pense qu'il doit augmenter son volume de frappe, le 2, 3, 4. Moi, c'est ce que, en tout cas, si j'étais dans le coin, j'irais pas lui faire un game plan technique, je lui donnerais juste ces deux indications. Mm. Opportunisme sur la lutte et le grappling. Tu fais ce que tu fais de mieux, tu essaies de le fatiguer au premier en le mettant sous pression, et je veux que tu me prennes le deuxième, le troisième et le quatrième round, au moins. Ouais, en fait, c'est pas bête parce que c'est un peu, quand tu regardes ce que Pereira a fait dans sa victoire contre Adesanya, Hmm. c'est mettre Adesanya tellement sous pression
que Adesanya a clairement fatigué dans le 5e et c'est là où il a trouvé son ouverture. Donc il est possible de fatiguer Adesanya en lui imposant un rythme auquel il n'est pas spécialement habitué de par une pression. Mais je pense que la pression de Pereira a surtout fonctionné contre Adesanya parce que Adesanya connaissait la puissance de frappe de Pereira et en avait un peu peur, je pense. Contre Strickland, je pense que Strickland doit lui faire peur par son volume et pas par sa force de frappe. Ouais, mais tu vois, c'est pas la même stratégie. Je pense que Strickland, en fait, voilà, je vais définir, tu vois, le truc weird. Je pense qu'il sert de sac de frappe au premier round, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Il va servir de sac de frappe au premier round. Soit déchires le sac de frappe, c'est terminé. Hop, t'as fini. Soit le sac de frappe, il est encore là. Et là, t'es un peu cuit, tu vois. Et en une fois, t'as ton sac de frappe qui commence à t'envoyer un jab, tu vois. Boum. Et là, tu fais, oh là là, tu vois. Et t'as déjà un round dans les jambes. Donc, je pense que c'est ce que ne doit pas faire. Donc, je vais sauter sur le game plan d'Adesanya, tu vois. Mais c'est ce que doit absolument pas faire Adesanya. Je pense qu'il doit pas chercher un finish au premier round. Ouais, ouais, ben justement, moi Alors, ça je change quoi? ouais, ben écoute, je l'ai écrit en majuscule dans le game plan pour Adesanya. Prendre le temps de comprendre Strickland. Je pense que ça doit faire partie de ta stratégie. Comme je disais, c'est au moment où tu es dans la cage que tu te rends compte du profil de Strickland. C'est là où tu sens son timing, tu sens ses déplacements, tu sens sa façon de fonctionner. Et du coup, je te rejoins. Je pense que dans le premier round, c'est dans l'intérêt d'Adesanya de plutôt être en. J'ai pas envie d'utiliser le terme observation, mais dans l'analyse, tu vois, c'est piquer, pas spécialement mettre de volume, s'assurer de prendre le round quand même, mais comme tu dis, ne pas le prendre pour un bête sac de frappe. Il est difficile à finaliser, ne pas chercher ce Mm. finish au premier round et vraiment prendre le temps de comprendre. Et une fois que tu as compris et que tu es à l'aise avec ton timing dans la cage contre Strickland, c'est là où tu peux commencer à ouvrir ton jeu. Alors, les 3 autres points que j'ai notés pour Adesanya, c'est kicking range et mouvement. Étant donné que Strickland il travaille au boxing range. Si tu arrives à le garder au kicking range, ce qui fait partie des forces d'Adesanya, Mm. c'est tout bénef. Donc si Adesanya arrive à le pointer avec des low kicks, avec des middle kicks, avec Mm. des front kicks, varier de temps en temps avec un high kick et se déplacer, toujours avoir de l'espace derrière lui, essayer de faire en sorte que ce soit Strickland qui se déplace par rapport à lui et pas l'inverse. Je pense qu'il a beaucoup à jouer là-dessus. J'avais mis low kick en masse parce que forcément contre quelqu'un qui a un bon jab, il y a beaucoup de poids sur la jambe avant, donc cette jambe avant elle est fort disponible. Mais, et c'est là où je reviens sur ce premier point que j'avais noté, prendre le temps de comprendre Strickland. Strickland a des très bons réflexes pour checker les low kicks. Mm. Mm. Très 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 bons réflexes. Donc peut-être justement essayer d'en envoyer puis feinter ce low kick et quand Strickland est en train de checker, tu attaques en anglaise, un peu comme il avait fait contre Whittaker. Et Mm. alors le dernier point que j'avais noté, c'est évidemment beaucoup de feintes, beaucoup de patience et essayer de lire les patterns défensifs pour trouver Mm. des ouvertures sur base des feintes. Ça, c'est une des forces d'Adesanya. Et je pense que face à Strickland, ça peut fonctionner. Mais c'est ce que j'avais dit aussi contre Blachowicz. Blachowicz, c'est aussi quelqu'un Ouais. qui fait des défenses où il surengage sur ses défenses. Et pourtant, je pensais vraiment que ça allait être du caviar pour Adesanya. Et il n'a pas trouvé. Donc de temps en temps, encore une fois, quand tu observes un combat, tu vois des trucs où c'est surengagé sur les défenses, tu dis ouais, pour un gars comme Adesanya qui feinte bien, qui a un côté offensif très développé, c'est du caviar. Et en Mm. fait non, il y a ce truc que tu vois pas bien, cette distance qui est super bien gérée par Blachowicz. Et je pense que c'est aussi le cas de Strickland, tu vois, il fait de temps en temps il défend, il croise même ses bras, il y a un kick qui vient, Mm. il se met perpendiculaire et tu te dis mais il y a des ouvertures comme ça là. Et en fait non. Et là on va peut-être avoir la preuve que c'est beaucoup plus compliqué que ça de le toucher. Mais de l'autre côté, ça pourrait être aussi facile pour Adesanya. Je ne sais pas m'avancer là-dessus. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment les 4 gros points pour Adesanya. C'était ces 4-là d'un point de vue stratégique. Je ne sais pas si tu en avais d'autres. Moi, je pense. Donc, ce que j'ai mis, je te rejoins, hein, je pense que c'est les frappes longues, etc. La lecture du jeu, le seul. Donc, prendre le temps pour comprendre, je pense que c'est bien. Mais imagine, il se dit, ah, bah, il m'a dit prendre le temps pour comprendre, j'ai compris, au bout d'une minute, je vais pouvoir le taper et s'épuiser, tu vois, c'est pas bien. Donc, euh, je pense vraiment que Adesanya va arriver. Je vais peut-être me tromper, hein, mais en termes de prudence, je pense qu'il sera là pour prendre ses rounds.
Je pense qu'il va se dire, imagine que j'arrive pas à le finaliser et que je fatigue et qu'il commence à m'envoyer tous ces jabs là interminables et surtout ces combinaisons qui ont un rythme pas conventionnel, tu vois. Donc normalement tu fais bien des rotations de bassin, tu vois, boum. Lui il va hop et il envoie quasi tout avec les épaules, tu vois. Ouais, c'est ça. Il tend juste ses bras. Il y a pas Il de tend juste ses le bras. corps est pas inclus dedans et donc effectivement, un peu comme Diaz, encore une fois, le Ouais, gap le gap de temps qu'il y a entre son jab et son cross est plus court que des exactement. gens qui sont peut-être un peu plus avec une plus belle finesse ou propreté technique et Et qui donc incluent ça, plus les rotations. Ouais. tout à fait. Et donc ça, c'est pour, enfin, ça s'appelle aussi, c'est ce que je classe dans le knife style, c'est que il sait boxer, il sait très bien que c'est pas comme ça qu'on. Je pense que s'il devait donner cours, il va jamais apprendre à un débutant à faire ce qu'il fait, tu vois. Il va montrer le mouvement, mais il sait que face à des gars qui s'entraînent contre des pros, qui font face à des gars qui font une, deux, avec des belles rotations, eh bien que l'aspect naïf, tu vois, il a dû se les prendre dans les sparring face à un gars moins fort. Comme ça, il l'a pris, il a fait ouah, j'ai pas vu arriver. Et c'est arrivé plus vite que d'habitude. Eh bien, il l'a reproduit. Et donc c'est pour ça que je pense qu'Adesanya, moi, si je suis son coach, son coin, je lui dirais, je voudrais que tu me prennes le round 1, tu vas sûrement l'avoir, que tu me gères le round 2, le round 3, que tu les prennes ou pas, peu importe, et que tu me prennes le 4 et 5, tu vois. Mhm. C'est ce que je lui demanderais. Après, bien évidemment, il peut tous les prendre, je m'en fiche, tu vois, mais c'est ce que je lui demanderais, et je lui demanderais vraiment de, de gérer son effort dans les frappes. Mhm. Donc, dans les cibles que je lui demanderais, ça serait vraiment d'aller taper au niveau de l'oreille, d'aller sonner, plutôt que de chercher un finish propre sur le menton, d'aller sonner, et une fois que c'est sonné, après viser le menton et tout, tu vois. Mhm. Donc je pense qu'il en est capable. Je pense qu'il en est capable. Euh, mais en tout cas, ça serait la stratégie serait une victoire à la décision. Ouais, Tu vois, je dans le classement non de ce que non, je c'est voudrais, ouais, pas, c'est c'est toujours pareil. Si tu dis, écoute, tu trouves ta solution, tu vas le feinter, tu vas prendre le menton, tu vas le mettre KO dans le 2 ou le 3, tu vois, des fois on est trop concentré là-dessus qu'on en oublie le déroulé du combat et on se crame, tu vois. bah, je Euh, suis d'accord avec toi. Je pense qu'un gros risque pour Adesanya, c'est de chercher le finish et de se fatiguer à ne pas hmm, l'obtenir et du coup voilà. avoir un combat qui se retourne contre lui. Et ce que les gens doivent bien comprendre, parce que j'ai pas envie qu'on se fasse insulter en commentaire, c'est pas parce que tu dis que la stratégie, ça doit être de gagner à la décision que tu peux pas obtenir le finish. C'est juste Ouais, que bien sûr. ton approche du combat, c'est je dois être prêt à ce que ça aille à la décision et que si ça va à la décision, c'est à mon avantage en Ouais. prenant le 1, 4, 5 au minimum. Si le 2 et le 3, ça va avec, Mhm, tant mieux. mhm. Mais il faut que je sois capable d'être encore performant dans le cinquième round, sinon ça peut vraiment se retourner contre moi. Après, si dans le combat, tu sens que tu es aussi à l'aise que Gann contre Spivak, bah, C'est tu vas chercher exactement ce ça. finish. C'est Voilà, c'est exactement comme ça ça. l'approche. Tu vois, bah, sur bah, Gans Spivak, c'est pour moi, dans l'approche de Gans, c'est celle que moi, en tant que coach, si j'avais un combattant que je voudrais, c'est un gars qui vient pour prendre ses rounds, boum, il voit une ouverture, hop, il accélère, si c'est pas encore fini, il reprend son truc, il sait qu'il a son round, et puis bah, il obtient un finish qui, après, on a, bien évidemment, sur les réseaux, ils disent, oh, il a pas de punch, les gars, il a pas de punch, c'est normal. Il sélectionne, il frappe et il est safe, quoi. Et c'est pour ça qu'il fait partie des meilleurs, tu vois. Les gars, j'aimerais vous dire, enfin, je pense, et j'en avais parlé, je pense que Volkov s'était dit la même chose. Je pense que Volkov s'était dit, ouais, Cyril, il a pas de punch. Et le fait que Volkov n'ait pas été à son volume de jeu habituel contre Gann, c'est parce que au premier jab qu'il a encaissé, il a fait, ah ouais, d'accord. D'accord, ça met pas Euh, KO, mais ça fait mal. Et j'ai pas envie d'en recevoir autant. Et je ouais, pense que c'est ouais. pour ça que. Donc je pense qu'on Donc se rend c'est, pas compte. C'est juste que Cyril, c'est pas son style d'aller chercher le KO sur une frappe. Mais chaque frappe qu'il t'envoie, elle fait c'est- mal. je pense qu'il envoie à ouais, 60, 80%, tu vois. Que ça te, il y a ça aussi, hein, il y a ça aussi. Donc une victoire par TKO, pour moi, c'est souvent la lecture d'une victoire qui est relativement safe, tu vois. Mhm. Genre, comme en Et, boxe anglaise, le mec, tu le mets knockdown 3 fois, t'as gagné, avec des frappes qui étaient peut-être à 60%, tu vois. ouais. C'est terminé. Tu mets à 100% parce que tu veux un finish clair, le gars il tombe, il bouge plus, eh bien à 60%, non, 100%, 100%, 100%, ça use, hein.
Bien sûr, ouais, Donc, c'est un risque que tu prends. Et alors, pour encore aller plus loin dans le truc, c'est les gens qui combattent comme ça, les John Jones, les Cyril, les Adesanya, parce que tu l'as mm, dit au début, Adesanya, c'est quelqu'un qui est capable de prendre les rounds et c'est quelque chose que tu apprécies d'un point de vue sportif. oui, Ça prouve aussi une certaine confiance en leur système défensif. Ça prouve aussi, je trouve personnellement, que aussi. les combattants qui viennent pour finir à tout prix, c'est aussi de temps en temps un petit manque de confiance en être capable de ne pas se faire finaliser. Le Peut-être. fait de se dire, tiens, je suis capable de prendre les rounds, j'ai pas besoin de finir parce que je suis meilleur que l'autre et je vais pas me faire surprendre, je vais pas prendre de KO, je vais pas me faire soumettre. C'est, je vais pas dire que ceux qui viennent pour finir ont un manque de confiance en eux. Je vais plutôt le dire comme ça, c'est ceux qui viennent avec une stratégie plutôt genre, je dois gagner à la décision, c'est mon premier objectif. Euh, Ils ont une extrême confiance en eux. Ils ont une Mm, extrême confiance en mm, eux d'être capables de gagner chaque round et de survivre jusqu'au bout face à l'adversité face à laquelle ils font face. Et ça fait beaucoup de face, ça, mais vous avez compris ce que je veux dire. Les John Jones, les Gann, les ouais. Israël Adesanya, ça fait partie de l'élite. Donc ça affronte l'élite et être capable d'avoir une confiance comme ça, c'est énormissime. Euh, Est-ce qu'on passerait au prono et préférences ou on a encore quelque chose à dire? Moi, j'ai une chose à dire parce que j'ai souri pendant que tu disais, imagine, Ouais. j'imagine que Strickland, s'il doit donner cours, il ferait pas, il montrerait pas son style à lui. Et ça m'a fait penser, imagine une saison The Ultimate Fighter avec Strickland. Imagine Strickland contre Dricus Duplessis au tough. Ah, mais Ce serait énorme, ça. ça serait pas crédible, ils seraient au bar tous les soirs, tous les deux, en train de sortir des conneries sur les gens et d'emmerder les... Ah, non, non. Ils vont pas finir avec un combat, ils vont finir avec un podcast ensemble. Ce serait C'est pas mal. clair, c'est clair. Ah, si, moi j'avais un petit truc à rajouter sur Strickland. Je pense que Vas-y. le combat de Blachowicz, c'est un combat qui devrait un petit peu s'inspirer, tu vois. Je trouve alors c'est pas du tout le même style et tout, mais dans l'approche, dans la dynamique de combat, ça pourrait, en tout cas, si je vois un chemin vers la victoire pour Strickland, ça serait plutôt un chemin voilà, de ce niveau-là, tu vois, C'est donc de ce priorité sens-là. ne pas me faire trop toucher. Donc d'abord faire en sorte que Adesanya ne trouve pas ses ouvertures ou des ouvertures claires. Et puis la différence entre les deux, c'est plus voilà pour que Strickland prenne ses rounds, c'est plus il faut que je touche en volume, alors que Blachowicz étant de la division du dessus et étant connu pour son legendary polish power, il Mmh. était capable de prendre les rounds avec quelques frappes impactantes, chose que Strickland ne Ouais, pourra peut-être pas exactement, faire. ça va être Mais ça, tu je vois. comprends la logique de Et, et, d'abord faire en sorte. Ouais, vas-y. et sur ce combat-là, je trouve que Adesanya, il est un peu rentré dans le jeu de Blachowicz, tu vois. Je le trouvais un peu moins à se déplacer, un peu plus dans une sorte de guerre d'ego, je peux t'avoir à ton propre jeu. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Ouais, ouais, Et très donc bien. c'est pour ça que c'est 15%, je pourrais les voir, où ils se disent, bah vas-y Strickland, tu veux boxer, tu veux savoir qui est le meilleur boxeur, c'est parti. Moi, ça serait une grosse erreur. Je pense pas qu'il la fera, hein. C'est pour ça que je le vois ultra favori. Mais en tout cas, s'il fait cette erreur de vouloir boxer, de vouloir mettre du volume ou des choses comme ça, on pourrait avoir Ah bah là, on se déplace vers un 60-40, hein. ouais, une sale On se rapproche d'un surprise. 60-40 et ce serait Mm, donc mm, une mm. erreur. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est quand tu es favori à 85, tu peux rester favori à 60-40 dans une autre dynamique de combat, mais c'est pas intelligent de le faire. Parce que si tu Mm, as une opportunité avec une stratégie d'être plus à 85% favori, mm, mm, mm. pourquoi pour le spectacle ou une autre raison, tu irais vers une structure où tu restes favori mais à 60% et tu prendrais un plus gros risque de ne pas gagner. Ah bah c'est Euh, pour ça que les cotes elles peuvent évoluer lors d'un combat, hein. ah, c'est ça, ouais, Et exactement, t'es là, exactement. C'est t'as un mec super favori, tu vois le démarrage, ce qu'il a prévu comme game plan, et t'as la cote qui s'inverse parce que, enfin bon, ouais. Ouais, totalement. Ben non, c'est une bonne façon de le voir. Eh ben, justement, en parlant de cotes, on va passer aux pronostics, aux préférences, et on va quand même parler des éventuelles unités qu'on voudrait mettre sur ce combat, même si on en a parlé en off, et ce sera pas aujourd'hui qu'on va les définir, mais on peut peut-être spéculer. Donc, ton pronostic, ta préférence et ton approche de parieurs assidus maintenant, de manière ludique évidemment, sur ce combat-ci.
Mon pronostic, je pense que Adesanya a suffisamment montré qu'il venait de manière très intelligente et que il n'avait pas non plus cette pression sur les épaules qu'ont pu avoir certains champions de devoir finir ou devoir prouver quelque chose. Donc je pense qu'il va arriver et qu'il va l'emporter. Euh, Sportivement parlant, bah j'aimerais, ouais non, soit qu'il gagne à la décision ou soit qu'il nous trouve une petite ouverture avec un combo, tu vois. Euh, Ouais, je sais pas. Après, ouais, forcément, hein, un combo c'est toujours mieux, tu vois. Donc préférence, ouais, Adesanya qui Ouais. l'emporte sur un TKO. Même dans le premier round, ça me dérangerait pas, tu vois. Même si ça va à l'inverse tu vois, une lecture de jeu, une feinte, une feinte d'un direct et en fait tu mets un crochet, tu vois, quelque chose comme ça, ou un front kick qui sort de nulle part, j'en sais rien, tu vois. Mm. Bien évidemment, hein, ça serait ma préférence, tu vois. Mais en tout cas, sur le pronostic final, je vois quand même Adesanya l'emporter à la décision. Mm. Ok. Tu vas me faire hésiter maintenant sur mon bet. Mais donc moi, mon prono, c'était de base, avant le podcast, je voyais quand même un Adesanya trouver son finish aux alentours du 3-4. Mhm. Euh, de par, voilà, je pense que c'est vraiment ça, Strickland. Il est dérangeant, mais quand tu fais face enfin, voilà, on a vu ce que ça donne contre Pereira, qui est l'élite en pied-point. Je pense que Adesanya aussi. Mais c'est vrai que pendant le podcast, j'ai repensé à ce Adesanya contre Jan Blachowicz, et maintenant ça me fait douter en me disant que je me faisais la même réflexion que Adesanya. Il allait trouver ses ouvertures face à quelqu'un qui bouge beaucoup. Est-ce que t'es bizarroïde, ça pourrait justement le déstabiliser? Et c'est vrai que moi aussi, hein, quand on donnait cours, je faisais de temps en temps des sparring avec un peu tout le monde. Et de temps en temps, tu as des débutants qui font n'importe quoi. Et ça te dérange plus que quelqu'un de plus avancé, qui est plus Mhm. classique. Mhm. Et donc, je suis en train de penser à ça maintenant et je me dis, mais bon, Adesanya, c'est l'élite de l'élite. Il est Ah vraiment... oui. Donc, j'ai quand même resté sur mon sentiment de départ. Comme ça représente un peu un risque. Donc, je vais dire Adesanya par finish dans le 3 et le 4. Et c'est en même temps ma préférence. J'ai envie de voir un peu de contenu sur ce combat, voir comment ça s'imbrique. Et Mhm. j'aimerais bien voir un finish euh, du côté de Adesanya. J'ai pas trop envie de voir. Strickland, honnêtement, il me fait rire. Le personnage me fait vraiment, vraiment rire. J'ai entendu son passage sur Joe Rogan. Ça m'a un peu plus forcé le respect envers la personne. Tu vois, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il avait des problèmes par le passé en termes de personnalité, qu'il a été raciste, néo-nazi, etc., etc. Mais Ah, il euh, était tout ça, je savais pas. ah ouais, non, franchement, mais ce podcast, c'est très intéressant parce que, en fait, tu es capable de comprendre ce genre de personne. Tu vois, il a eu une enfance vraiment très, très, très compliquée. Et c'est typiquement le genre de gars qui te donne un peu espoir en la capacité d'un humain de changer la direction de sa vie. Tu vois, il partait très, très mal. Je vais Mhm. pas dire que là, je vais pas dire que c'est une personne super bien, mais le gars dit lui-même qu'il a été mal formé, qu'il a un mauvais scripting de par son éducation. Mhm. Mais tu sens qu'il y a un peu, il va pas le dire lui-même qu'il cherche à devenir une bonne personne. Mais tu sens qu'il y a ce chemin qui est fait, et le fait qu'il fasse un chemin pour devenir une personne acceptable par la Mhm. société, ça en fait de lui une personne en fait, empathique et bienveillante, alors qu'il en avait aucune. Enfin, peu importe, ça c'est sur le personnage. Donc, Ouais, mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien ce que tu dis. J'aime bien ce que tu dis. ouais, c'est non, franchement, Mais ce podcast sur Joe Rogan, c'est très intéressant sur l'aspect humain, sur l'aspect MMA. Il y avait des points intéressants, notamment l'excès de sparring, mais voilà, enfin, c'est pas le gars avec non. lequel tu vas parler stratégie, progression MMA, etc., etc. Mais c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'était marrant parce que je l'écoutais en arrivant, enfin, dans l'avion vers Berlin. C'est vrai qu'on aurait pu en Mhm. discuter quand on était au PFL ensemble. Par rapport aux bets, évidemment, 1.14 sur unibet.fr pour Adesanya, c'est quelque chose qui m'attire pas spécialement. Donc, c'est le genre de truc que tu mets dans un parlay, dans un combo. Mhm. Ou alors, tu fais exactement la même stratégie que ce que j'ai fait avec Benoît Saint-Denis le week-end passé. Tu mets X% de ta mise sur Adesanya et tu mets un petit coup de boost sur une méthode de combat. Mais pour ça, on peut pas spéculer. Ça dépend des. On a donc les cotes de paris sur les
précision d'un combat. Ça sort le mercredi ou le jeudi. Il faut que je me renseigne davantage, mais ça sort plus tard dans la Fight Week. Et donc moi, je dois attendre de voir les cotes un peu plus précises avant de me lancer. Mais tu m'as vraiment fait hésiter maintenant sur la décision. Je vais voir. Je vais peut-être être intéressé par la cote Adesanya à partir du 3e round. Donc soit une victoire soit dans le 3, soit dans le 4, soit dans le 5, soit à la décision. Peut-être que la cote sera genre à 1.6, 1.7 et elle deviendrait alors plus intéressante. Je verrai ça. Et de toute façon, on publiera sur Twitter, comme d'habitude, la continuité de notre jeu. Moi, je suis monté à 22 unités des poussières. Toi, tu es monté à 21 unités des poussières. Donc, tous les deux sur l'UFC Paris, on a fait un résultat positif sur nos cotes. Et donc, j'en profite pour rappeler, on est sponsorisé par unibet.fr. On a un lien dans la description pour tous ceux qui veulent jouer de manière récréative avec nous. On a reçu un commentaire sur la dernière vidéo, un mec qui a gagné genre 40 unités grâce à il nous a remercié quoi, grâce à notre dernière vidéo, il a misé et il a gagné 40 unités, un truc comme ça. Il a misé sur qui, sur quoi? Ah, il a pas précisé, mais c'était assez Pas impressionnant. comme nous, parce que on a eu quelques, on a été un peu gourmands. Bah, en soi, on a été gourmands, oui et non, on a tous les deux gagné. Et donc, en fait, nous, c'est juste qu'on Ouais, avait misé des petites unités. Si tu misais la même chose que moi, par exemple, avec beaucoup d'unités, bah, tu gagnais ouais, beaucoup bien d'unités, sûr. tu vois. J'ai gagné 2 unités puisque j'en ai misé 7, mais si t'en misais beaucoup plus, bah, tu gagnais plus que 2, évidemment. Et puis, il y a aussi quelqu'un après l'UFC qui est venu me dire qu'il avait gagné suite à nos conseils. Donc, ça fait toujours plaisir. Pas pour dire suivez nos conseils à tout Non, prix, non, mais non, c'est sûr. voilà, Bon, après, c'est marrant de. on a eu, moi, sur mes petites erreurs, c'est que j'ai été gourmand parce que j'avais mis à la toute base Morgan victoire et que je me suis dit que ça allait aller à la distance, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. si j'aurais pas mis, ça aurait été mieux. Et Ousdemir, j'avais mis victoire et Et 0,25, t'avais un. c'est à la distance aussi, tu vois. Ouais, mais là, t'avais mis un boost. Moi, je trouve sur les boosts, il faut jamais regretter parce qu'au final, dans l'ensemble, Ouais, tu c'est gagnes. vrai. C'est juste que tu aurais pu gagner un peu plus. Ouais. Mais tu vois, moi, par exemple, avec Benoît Saint-Denis, c'était parfait, tu vois, Oh, parce que purée, ouais. Ça, j'avais une grosse confiance en lui ouais. et j'ai doublement gagné parce que j'ai gagné sur le fait qu'il gagne et j'ai gagné sur le petit boost que j'avais mis avant la limite, quoi. Donc, Non, c'est j'étais bien sûr. content. Je pense que je vais m'abstenir aussi sur cette carte. Mais par contre, si, Ah, sur la carte complète, il n'y a pas d'autres combats qui t'intéressent bah voilà, si sinon il y a Manel Cap, tu vois, j'aurais testé peut-être un combiné entre Ouais. Adesanya, Manel Cap. Ouais, Mais par contre, les poids lourds dans les combinés, je les conseille jamais. Parce que, en fait, ouais. les 3 autres combats, c'est poids lourd et mi-lourd. Hmm. Alors, il faudra qu'on en discute, mais ces divisions de poids-là, j'aime pas les mettre dans des combinés. Une frappe peut tout changer. Ouais, Donc, ouais. effectivement, le combiné Adesanya Manel Cap aujourd'hui, il t'amène à 1,41. Hmm, hmm. Ouais, ça peut être intéressant. Ou alors vraiment le dog or pass, tu vois, 5,40 Strickland, une unité, tu vois. Ça aurait Ouais. pu, mais dans ce cas-là, il faut que je tienne cette stratégie Sur le long terme, ouais. sur le long terme. Mais c'est stressant, quoi. Ouais, non, c'est ça, c'est stressant. Après, t'as plus de 20 unités, donc tu peux plus te le permettre que sur un truc à court terme. Faudrait que je calcule hein, si ça vaut le coup 15%, tu vois, de chance. Ouais, ça veut dire que sur 10 combats comme ça, s'il y en a 2 qui passent, t'es en positif. Euh, C'est ça la vision, quoi. C'est ça Ouais, la vision. c'est ça. Donc, ouais, à voir. Donc, dernière précision, il y a Kevin Jousset qui fait ses débuts aussi sur cette carte en préliminaire. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Kevin Jousset fait partie des 12. Oui, aujourd'hui, la France, vous avez 12 athlètes signés à l'UFC. Et alors, petite note intéressante, c'est le seul combattant français qui ne s'entraîne pas en France. Donc, il y a 11 combattants français qui évoluent en France. Donc, si cette statistique peut inspirer et motiver les jeunes combattants français aujourd'hui, il est possible pour vous de rester en France et atteindre l'UFC et en plus de ça atteindre les sommets de l'UFC parce qu'on va rappeler il y a quand même Gann et Manon Fiorot complètement à la porte du title shot. Gann qui a eu son title shot 2 fois et qui se retrouve à Imavov. cette porte-là. Imavov dans le top 15. Benoît Saint-Denis qui, à mon avis, rentre dans le top 15 aussi. On va probablement avoir l'information aujourd'hui. Ouais, ouais. Voilà, il y a vraiment moyen de rester en France, de se développer. Et en plus de ça, ce qu'il y a de beau, c'est que sur les 4 noms qu'on vient de citer, il y a 3 équipes différentes.
Donc, Ouais, ouais, tout à fait. et on a encore l'US Metro qui a eu un 2-0 à l'UFC Paris. Le NR Fight aussi qui avait Cornol, hein, si je dis pas de bêtises. C'est là qu'elle s'entraîne. Je sais pas du tout. Je pense qu'elle a fait son camp au NR Fight, enfin peu importe. Donc il y a vraiment une diversité. Et puis il y a Lyon aussi avec Gemouri, donc et Tout à fait. Faresiam. Et à la Donc, différence, et à la différence de quelqu'un qui s'est entraîné à l'étranger, je pense qu'on a beaucoup plus de supporters à s'entraîner localement Ouais, c'est ça. et à combattre localement. On l'a Ouais. vu avec rien que sur les chiffres, je pense qu'ils sont parlants quoi. Ah, c'est clair. Sur les combattants qui s'entraînent au local avec des coachs locaux et dans des événements locaux, ça va être là le futur, c'est clair. Donc voilà, big up à Kevin Jusset, soyez aussi derrière lui, hein, c'est un Français qui s'entraîne On va en suivre, Australie, il fait ses débuts, donc il faudra suivre ça de très près également. Brian, merci pour ton temps, ton expertise et ton partage comme Et d'habitude. On a tapé l'heure sur Strickland ouais, contre et juste, Adesanya. s'il y a encore un peu de monde, n'hésitez pas en commentaire sur les codes de Paris, parce que moi je m'abstiens sur celui-là, mais s'il y en a qui voient vraiment un truc à faire, n'hésitez pas à le noter, je vais regarder ça. Ouais, inspirez-nous aussi, ça va dans les deux sens, Ouais, échangeons là-dessus. Donc du coup, encore une fois, grand merci à unibet.fr de nous faire confiance et pour cette collaboration. Comme je le disais, ça va permettre de continuer à développer la chaîne et ça, c'est tout bénef, je pense, pour tout le monde, hein. On va une fois ne pas faire preuve d'humilité et dire que c'est plaisant aussi pour ceux qui nous suivent. Merci à tous d'avoir tenu 1 heure avec nous. Je pense que c'était agréable. On a eu un peu ce truc de discussion entre potes, mais avec un fil conducteur sur l'analyse du combat. Et on se retrouve très bientôt sur Fight Minds. Merci à tous. ciao tout le monde.